Alors nous allons voir les propriétés physiques des oses et quelques méthodes d'étude. Alors les oses, la première chose, c'est que les oses sont très riches en groupements hydroxyle, ce qui leur confère des propriétés polaires. Autrement dit, ils sont très solubles dans l'eau, donc très hydrosolubles. Les oses sont des molécules qui n'absorbent pas dans le visible ni dans l'UV. Par contre, ils présentent des spectres d'infrarouge caractéristiques. C'est la raison pour laquelle on peut les étudier par technique d'analyse chimique qui utilise la spectroscopie infrarouge. Si on reste dans le domaine de la propriété ou des propriétés optiques, des solutions de dose, eh bien, elles se limitent très rapidement à la modification de l'indice de réfraction ou du pouvoir rotatoire. En effet, il est possible d'étudier les oses par l'étude du pouvoir rotatoire. Alors, en quoi ça consiste ? Eh bien, les oses, comme nous avons pu le voir dans les capsules précédentes, sont des molécules qui sont chirales, c'est-à-dire qu'elles présentent au moins un carbone asymétrique. Et cette propriété de chiralité peut être mise en évidence par la modification d'un plan de lumière polarisé. Alors si on considère une source de lumière, souvent au sodium, et que cette source de lumière est polarisée par un polariseur, eh bien la présence d'une solution donc optiquement active, donc c'est le cas des oses, eh bien vont dévier le plan de polarisation d'un angle de déviation ou un angle de déviation du plan de polarisation alpha. Alors on distingue deux types réellement de substances optiquement actives. On distingue les molécules qui sont capables de dévier ce plan de polarisation vers la droite, auquel cas, par convention, l'angle est positif et on dit que la substance est dextrogire. Et puis il y a des substances qui vont plutôt dévier le plan de polarisation à gauche, et dans ce cas-là, par convention, l'angle est négatif et on va plutôt considérer que la molécule est dite lévogire. Alors cette propriété optique est intéressante parce que on va pouvoir comme ça, en appliquant la loi de Biot, déterminer la concentration d'une solution dose, d'une solution pure dose, en appliquant du coup la loi de Biot. Alors cette méthode est très largement utilisée, notamment dans l'industrie sucrière, puisqu'il existe des polarimètres gradués qui vont directement transformer l'angle en un pourcentage de sucre, ce qui peut être intéressant dans l'industrie sucrière et alimentaire. Alors, il est temps de poser une problématique, et il y a souvent une confusion entre la forme énantiomère D ou L des oses et le sens de déviation à droite ou à gauche du plan de polarisation de la lumière. Alors, il faut vraiment qu'on retienne qu'il n'y a aucun lien entre l'énantiomérie et le sens de déviation du plan de polarisation. Autrement dit, des oses de la série D peuvent être dextrogires, c'est-à-dire par convention positif, ou des oses de la série D peuvent être lévogires, autrement dit moins par convention. Alors si on prend un exemple, le D-glucose peut être dextrogire, que ce soit la nomérie alpha ou bêta, et bien le D-fructose, lui, il est lévogire. Alors, par contre, deux énantiomères qui sont D et L d'un même ose vont présenter des pouvoirs rotatoires qui sont opposés. Alors, identiques en valeur absolue, mais opposés par le signe. Par exemple, D-glucose, qui est lévogire, sera noté D plus glucose,
et le L-glucose qui sera lévogir sera noté L-glucose. Alors pour déterminer la concentration d'un soluté ayant des propriétés optiques de polarisation de la lumière dans une solution, eh bien il suffit de mesurer l'angle alpha de cette solution et il y aura une relation entre cet angle et la longueur du trajet optique L et la concentration de ce soluté dans la solution. Alors il y a une valeur à ajouter qui est le pouvoir rotatoire spécifique alpha 0 qui est une constante caractéristique de la substance optiquement active et qui va dépendre non seulement de la nature du soluté, du solvant, de la température, de la longueur d'onde à laquelle elle est réalisée la mesure. En effet, cette longueur d'onde de l'arrêt jaune du sodium va déterminer la valeur de ce pouvoir rotatoire spécifique. Alors c'est comme ça qu'on peut noter également ce alpha 0 entre crochets et on rajoute en exposant le D pour D correspondant à l'arrêt jaune du sodium et en indice 20 correspondant à la température de 20 degrés. Autrement dit, pour calculer la concentration de ce soluté, eh bien, il faudra se placer à 20 degrés pour pouvoir appliquer la loi de Biot. Alors, alpha 0 de ce soluté, ce pouvoir rotatoire spécifique, aura pour unité des degrés g-1 cm3 décimètre-1. Si on recherche la concentration massique du soluté dans la solution, ou alors il pourrait être noté en degré mol-1 décimètre-3 décimètre-1. Alors là, il va y avoir une simplification du volume et on aura donc la possibilité de trouver le alpha 0 du soluté en degré mol-1 décimètre carré lorsque l'on cherchera donc la concentration molaire de ce soluté dans la solution. Alors pour résumer, alpha sera bien mesuré en degrés, la longueur du trajet optique sera bien mesurée en décimètres et la concentration sera bien mesurée en grammes par centimètre cube lorsque on cherchera la concentration massique ou en mol par litre lorsque l'on cherchera la concentration molaire. Alors il existe la loi d'additivité des pouvoirs rotatoires. Alors c'est assez simple à comprendre, lorsque vous avez une solution qui contient deux composés optiquement actifs, eh bien les angles de déviation du plan de polarisation de chaque composé s'additionnent. Donc en fait le pouvoir rotatoire mesuré sera égal à la somme des pouvoirs rotatoires des deux substances. Donc en fait si on applique le alpha de la solution, ce sera bien la somme des alpha des composés A et B. Et ça, c'est intéressant, notamment pour suivre la cinétique d'hydrolyse du saccharose en glucose et fructose, par exemple. Alors, je voudrais parler d'un cas particulier. Lorsque vous avez deux mélanges D et L d'un même ose qui présentent des pouvoirs rotatoires opposés, et bien, lorsque vous avez un mélange équimolaire de deux énantiomères optiquement actifs, eh bien, on obtient ce qu'on appelle un mélange racémique. Alors, si on prend le cas du glucose, si on prend un mélange racémique des énantiomères D et L du glucose, eh bien, on va pouvoir très facilement démontrer que l'angle de déviation du plan de polarisation du mélange sera égal à 0. On parle donc bien d'un mélange racémique. Alors il me reste à parler d'un concept important concernant le pouvoir rotatoire, c'est le phénomène de mutarotation. Alors la mutarotation est observée lorsque l'on dissout du glucose cristallisé linéaire
eh bien, ce glucose linéaire va se cycliser en glucose sous la forme des deux anomères alpha et bêta, et dans des proportions qui sont de l'ordre de un alpha 0 de 112,2 et à une forme bêta, un alpha 0 pour la forme bêta de 18,7. Et donc si on fait ce mélange, eh bien on obtiendra un alpha 0 de en gros 66 degrés grammes moins 1 cm3 décimètre moins 1. Et donc si on part de cette forme où on a à peu près 50% de la forme alpha et 50% de la forme bêta, eh bien on constate que dans le temps, eh bien ce pouvoir rotatoire spécifique va diminuer. Autrement dit, il va y avoir une conversion de l'anomère alpha vers l'anomère bêta et inversement, jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre. Il s'agit de ce qu'on appelle la mutarotation. Et à l'équilibre, eh bien, on aura en gros 64% de bêta-D glucopyranose et environ 36% de alpha-D glucopyranose, et on aura une quantité très négligeable de glucose linéaire. Pour passer d'une forme à une autre, forcément, on est obligé de passer par la forme linéaire. Alors si on a donc ce mélange équimolaire de ces deux molécules, eh bien on va retrouver du coup un équilibre, un alpha 0 du D-glucose qui sera de l'ordre de 52,5 degrés grammes moins 1 cm3 décimètre moins 1, en appliquant tout simplement la loi d'additivité de la loi de Biot. Alors ce phénomène de mutarotation est toujours mesuré lorsqu'on atteint l'équilibre, et en pratique cela signifie qu'il faudra attendre un certain temps avant de pouvoir faire la mesure du pouvoir rotatoire d'une solution d'eau fraîchement préparée. C'est le temps nécessaire pour l'équilibre entre les deux formes anomères du glucose par exemple. Alors pour conclure, la polarimétrie c'est une méthode physique qui permet le dosage des oses et des osides à partir du moment où ils ont un pouvoir rotatoire. Mais il faut bien savoir que la réfractométrie, comme la viscosité, la polarimétrie est une méthode rapide, mais qui n'est applicable que pour des concentrations, des solutions fortement concentrées. Donc c'est une méthode qui est largement utilisée dans le monde de l'industrie. Et par ailleurs, c'est une méthode qui est peu spécifique. Alors parlons maintenant de quelques propriétés chimiques. Alors je vous rappelle que un ose présente de nombreuses fonctions alcool et présente donc sous sa forme linéaire soit une fonction aldéhyde, soit une fonction cétone, donc une fonction carbonyle aldéhyde ou cétone. Et dans la forme cyclique, il présente une fonction hémiacétalique ou hémicétalique dans le cas des cétoses. Alors, il existe des propriétés qui seront associées aux fonctions alcool et il existe des propriétés qui seront associées aux fonctions hémiacétaliques. Et il existe des propriétés dues à l'influence réciproque de ces deux types de fonctions. Alors, parlons du pouvoir réducteur des oses. Alors, il faut savoir que tous les oses présentent un pouvoir réducteur. Donc, à partir du moment où ils ont une fonction hémiacétalique qui est libre, eh bien, ils possèdent ce pouvoir réducteur. Alors, dans le cas des formes cycliques, c'est la fonction hémiacétalique, mais la fonction cétone ou la fonction aldéhyde donc confère aux oses leur pouvoir réducteur. Alors si on parle d'oxydation ménagée, eh bien l'oxydation peut porter sur soit la fonction aldéhyde
donc d'un aldose, donc sur le carbone numéro 1. Et dans ce cas-là, une oxydation ménagée va transformer la fonction aldéhyde en une fonction carboxylique. On va pouvoir comme ça obtenir des acides gluconiques à partir du D-glucose. On aura l'acide D-gluconique. C'est ainsi que l'on formera donc du coup des acides aldoniques. Si l'oxydation porte sur le carbone numéro 6, sur la fonction alcool portée par le carbone numéro 6, alors à partir d'un alpha-D glucopyranose, eh bien, on obtiendra un acide alpha-D glucuronique. Et donc ainsi on peut obtenir des acides uroniques par oxydation du carbone numéro 6. Donc on peut obtenir comme ça l'acide glucuronique, galacturonique, manuronique, et ainsi de suite. Alors si on réalise une oxydation un peu plus forte, eh bien l'oxydation va concerner et la fonction aldéhyde et la fonction alcool portée par le carbone numéro 6. Et on va obtenir comme ça des acides aldariques, c'est-à-dire que l'on va donc transformer la fonction aldéhyde en une fonction carboxylique et la fonction alcool du carbone numéro 6 en une fonction carboxylique également. Et si l'on parle du D-glucose, eh bien on obtiendra l'acide D-glucarique. Alors une oxydation forte d'un fructose, par contre, va conduire à la rupture au niveau de la fonction cétone, et on obtiendra ainsi un mélange d'acides carboxyliques. Alors concernant la réduction des fonctions aldéhydes, dans le cas d'un aldose, eh bien la réduction de la fonction aldéhyde va donner une fonction alcool. Et à partir du glucose, on va obtenir du D-sorbitol. En fait, la réduction des oses conduit à la formation de ce qu'on appelle des polyalcools. Alors dans le cas de la réduction de la fonction cétone, par exemple du fructose sous sa forme linéaire, eh bien on va obtenir une réduction de la fonction cétone. Et on obtiendra donc deux polyalcools, un mélange de 50% de sorbitol et 50% de mannitol. La fonction hémiacétalique d'anose peut également réaliser des condensations avec des groupements alcool d'une autre molécule. On va former comme ça des liaisons osidiques. C'est ainsi que l'on va former par exemple des osides lorsqu'il y a condensation entre deux oses. Alors si la fonction OH se condense avec une fonction hémiacétalique qui appartient à un autre ose, alors on aura la formation d'un holoside. Et si la condensation se fait avec une fonction alcool donc d'un autre composé qui est non glucidique, alors on aura la formation d'une liaison O-hétéroside, donc un hétéroside. L'estérification des acides par des acides, donc toutes les fonctions alcool des oses peuvent être estérifiées par des acides, donc c'est le cas par exemple par l'estérification par l'acide phosphorique. En effet, si on a une estérification d'un acide phosphorique sur le carbone numéro 6, eh bien on va former comme ça donc un glucose 6-phosphate. Alors l'estérification pourrait porter également au niveau du carbone numéro 1, donc on va avoir une liaison phosphohémiacétale. Enfin peu importe, c'est ainsi que l'on peut former comme ça du glucose 1-phosphate.